Madame, je dois vous demander d'enlever ce collier. Dites le juge, sa voix résonnant avec l'autorité stérile musique du tribunal. Cette salle a un décorum strict. Les décorations non autorisées ne sont pas permises. Ella Anderson ne bougea pas. Elle était assise au troisième rang de la galerie publique, le dos droit, les mains posées calmement sur ses genoux, musique. Son regard était fixé sur le jeune marin debout devant le banc. Un gamin nommé Peterson, qui avait reçu une amende pour excès de vitesse qu'il ne pouvait pas payer. Elle a été là pour lui. Les mots du juge semblaient suspendus dans l'air, dirigés vers elle, mais comme provenant d'un monde entièrement différent. L'objet en question reposait contre son simple chemisier rouge. Ce n'était pas un collier. Un ruban bleu pâle parsemé de 13 étoiles blanches tenait une étoile à 5 branches en or, avec une encre au centre. Entouré d'une couronne de laurier, c'était la Medal of Honor. Le juge Harrington, un homme dont le portrait était accroché dans le hall et dont l'ego remplissait la salle, regardait d'en haut depuis son trône élevé en chêne poli. Il ajusta ses lunettes, son expression trahissant une pure irritation, comme s'il chassait une mouche qui avait osé bourdonner trop près de sa tête. « Madame, m'avez-vous entendu » insista-t-il, son marteau tapotant légèrement. Un son comme un pic vert sur un arbre mort. L'huissier vous assistera si nécessaire. L'huissier, un homme corpulent au visage gentil et fatigué, bougea son poids d'une jambe à l'autre. Il regarda du froncement impérieux du juge à la femme calme dans la galerie. Il fit un demi-pas en avant et s'arrêta. Quelque chose dans son immobilité, son absence totale de peur ou de défi, le fit hésiter. Il pouvait maintenant voir les détails intricés sur le métal, la façon dont il accrochait la lumière fluorescente plate. Cela semblait lourd. « Important. Votre honneur », dit Ella, sa voix claire et stable. Pas forte, mais portant jusqu'à chaque coin de la salle silencieuse. Elle est autorisée. La simplicité de sa déclaration sembla encore plus enrager le juge. C'était un défi non pas à sa règle, mais à sa connaissance. Autorisée par qui? Je suis l'autorité dans ce tribunal. Et je dis qu'elle ne l'est pas. Ce n'est pas un terrain de parade. C'est un lieu de loi. Enlevez-la maintenant ou je vous ferai expulser et déclarer en outrage à la cour. La menace était claire. La salle devint plus froide. Le jeune Marin Peterson jeta un regard en arrière vers elle, son visage un masque de panique. Il savait qui elle était, ce qu'elle avait fait pour lui et pour tant d'autres au centre local des vétérans. Il ouvrit la bouche pour parler, mais elle fit d'un léger, presque imperceptible signe de tête négatif. Ce n'était pas son combat. Le juge continua son monologue, sa voix montant avec une indignation auto-justifiée. La dignité de ce tribunal est primordiale. Nous ne pouvons pas avoir des citoyens apparaissant comme s'ils assistaient à une fête costumée. Pourtant, n'importe quel bibelot qu'ils jugent approprié, cela sape le tissu même des procédures. Bibelote. Le mot atterrit avec un bruit sourd. L'huissier commença à marcher vers elle. Ses pas lents et réticents. C'était un professionnel, un homme qui suivait les ordres. Mais chaque instant lui criait que c'était mal. Il pouvait voir les autres personnes dans la galerie, quelques membres de famille pour d'autres affaires, un couple d'avocats attendant leur tour. Tous fixant avec attention, l'air était épais d'une attention qu'ils n'avaient jamais ressentie dans cette salle. Ce n'était pas l'attention d'un verdict, c'était l'attention d'une profanation sur le point de se produire. La composure d'Ella resta absolue. Elle ne se prépara pas à argumenter ou à résister. Son attention était intérieure, sa respiration lente et mesurée. Une discipline affinée dans des endroits bien moins cléments que cette salle moquettée et climatisée. Elle avait affronté des hommes avec des fusils et des lance-roquettes, des hommes dont les yeux portaient une haine meurtrière brûlante. La petite tyrannie de ce juge n'était rien. C'était juste décevant. C'était un échec du système qu'elle avait juré et saigné pour protéger. « Huissier », commanda le juge, sa voix tranchante maintenant. Claquant comme un fouet, enlevez le contrebande et escortez la femme hors de mon tribunal. Sa présence est une perturbation. Contraband. Le mot était une absurdité. Le regard d'Ella dévia vers le drapeau américain dressé fièrement à côté du banc du juge. Elle se souvenait d'avoir salué ce drapeau sur des bases avancées poussiéreuses, sur les ponts en acier gris des navires de guerre. Et dans le silence révérentiel d'un service commémoratif, le juge voyait un morceau de tissu, elle voyait une promesse. Il voyait un morceau de métal sur un ruban. Elle sentait le poids des vies qu'il représentait. L'huissier se tenait maintenant dans son allée. « Madame, dit-il, sa voix basse, presque une excuse. S'il vous plaît, ne rendez pas cela difficile. » Ella tourna enfin ses yeux du drapeau et rencontra les siens. Elle vit le conflit là-dedans, la honte. Elle lui donna un petit sourire triste. « Vous faites juste votre travail. Je comprends. » Elle ne fit aucun mouvement pour se lever ni pour enlever la médaille. Elle ne participerait pas à son déshonneur. S'il devait la prendre,
Ils devraient le faire eux-mêmes. Elle les forcerait à assumer pleinement leurs actions. Le juge, voyant sa résistance placide comme l'acte ultime de défi, abattit son marteau. Le son fut un coup de canon dans la salle silencieuse. « Je vous déclare en outrage à la cour. Je vous ordonne d'être détenu. » Alors que l'huissier tendait la main vers son bras, le juge se pencha en avant, son visage rouge de victoire et de rage. « Ce collier tape à l'œil que vous portez sera retenu comme preuve de votre outrage. » Collier tape à l'œil. La phrase fut une étincelle atteignant de l'amadou sec. Pendant une fraction de seconde, le tribunal se dissolut autour d'elle. L'air recyclé vicié fut remplacé par l'odeur épaisse et métallique du sang et de la cordite. La voix monotone du juge devint le gémissement aigu d'un tir de mortier entrant. La pression du ruban bleu sur l'arrière de son cou n'était plus de la soie, mais la toile rugueuse et mordante d'une sangle de sac de traumatologie s'enfonçant dans sa peau, alors qu'elle rampait bas à travers du béton brisé et du sable. Elle pouvait sentir le poids fantôme sur son dos. Pas un sac, mais un corps. Un jeune Marine, un caporal-chef de l'Ohio, qui racontait des blagues juste une heure avant. Elle se souvenait de la pression frénétique et désespérée de ses mains emballant ses blessures. Le souffle des rotors de l'hélicoptère soulevant une tempête aveuglante de poussière. Les cris rythmés des indicatifs d'appel et des rapports de blessés sur la radio. La médaille n'était pas un souvenir de victoire. C'était une cicatrice. C'était un témoignage du coup d'un seul après-midi dans la vallée de la rivière Helmand. Un rappel des 4 hommes qui étaient rentrés sous un drapeau à cause d'elle et des 2 qui ne l'avaient pas fait. Malgré tout ce qu'elle avait fait, le juge voyait une décoration. Elle voyait des fantômes, à son petit bureau sur le côté. Le greffier du tribunal, David, sentit une sueur froide perler sur son front. Ses doigts s'étaient figés sur le clavier. Il avait 24 ans, un vétéran du corps des marines qui avait fait un engagement de 4 ans comme opérateur radio. Il avait passé son temps dans une ambassade calme, sans jamais voir de combat. Mais il avait été entraîné à reconnaître des choses. Il connaissait ses grades et ses rubans. Il connaissait la différence entre une citation d'unité et une récompense personnelle, et il savait avec une certitude qui le glaçait jusqu'aux os ce que signifiait ce ruban bleu pâle. Il l'avait vu dans des livres. Il avait entendu les citations lues à haute voix par des instructeurs de drill, jusqu'à ce que les mots soient gravés dans sa mémoire. Il avait vu les photos granuleuses de présidents plaçant cet objet simple et sacré autour du cou de héros, et il regardait un juge pompeux et ignorant ordonner à un huissier de l'arracher du cou d'une femme. Son cœur battait contre ses côtes. C'était mal. C'était une violation de quelque chose de profond. L'ordre du juge de la détenir fut la goutte d'eau. La formation de David, son sens profondément enraciné de l'ordre et du respect pour la chaîne de commandement, lui criait dessus. Il y avait une autorité plus haute que le juge Harrington, et elle était profanée. Pendant que l'huissier hésitait, sa main planant au-dessus de l'épaule d'Ella, les mains de David bougèrent sous son bureau avec une vitesse furtive et désespérée. Il sortit son téléphone portable personnel. Son pouce vola sur l'écran, son esprit parcourant ses contacts. Qui appelez-vous quand le système se brise lui-même? Il n'avait pas de numéro pour le Pentagone, mais il avait le numéro de l'homme qui avait été le sergent-major de sa compagnie dans le corps. Un homme maintenant stationné comme conseiller enrôlé senior à la base navale proche de Coronado. C'était un coup hasardeux, une violation de tous les protocoles qu'il pouvait imaginer, mais il s'en fichait. Il appuya sur le bouton d'appel et porta le téléphone à son oreille, couvrant sa bouche de sa main et se tournant loin du banc. « Master Guns, c'est David Cho », murmura-t-il, sa voix tendue par l'adrénaline. « Désolé de vous appeler comme ça, mais vous n'allez pas croire ce qui se passe. » Le téléphone à l'autre bout fut silencieux un moment. « Cho, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air effrayé. Je suis au tribunal du comté. Il y a une femme ici, une vétérane. Le juge la déclare en outrage. Pourquoi? » David prit une respiration tremblante. Elle porte le Medal of Honor. Le juge Harrington n'arrête pas de l'appeler un collier. Il vient d'ordonner à l'huissier de la confisquer. Le silence à l'autre bout de la ligne fut absolu. Un vide d'incrédulité et de fureur. Quand le sergent-major enfin parla, sa voix avait perdu toute sa décontraction antérieure. C'était du silex. C'était de l'acier. « Donne-moi l'adresse et le numéro de la salle d'audience. » Maintenant, David débita les informations. « Garde la tête basse. »« Cho, on arrive. » La ligne se coupa. David glissa le téléphone dans sa poche, son cœur battant encore. Il leva les yeux vers Ella Anderson. Il venait d'allumer une mèche. Il priait juste que la cavalerie arrive à temps.
L'appel du sergent-major Reyes illumina les ponts de commandement à la base navale de Coronado comme un feu de forêt. Un Master Guns avec 28 ans de service ne fait pas d'appel frénétique sans raison. Il ne s'embarrassa pas de la chaîne de commandement normale. Il marcha directement de son bureau au chef d'état-major du commandant de la base, un capitaine de la Navy qui était au milieu d'un briefing logistique. Reyes interrompit, une violation de protocole si grave qu'elle arrêta la réunion nette. « Capitaine, nous avons un problème. » dit Reyes, sa voix un grognement bas. Une récipiendaire de la Medal of Honor est déclarée en outrage par un juge civil en ville. Il essaie de prendre sa médaille. Le visage du capitaine pâlit. Il leva une main vers le présentateur. « Excusez-moi. » Il suivit Reyes dans le couloir. « Êtes-vous certain? » Le greffier sur place est un de mes anciens Marines. Il est certain. Les engrenages de l'institution commencèrent à tourner avec une vitesse à couper le souffle. Le capitaine passa un appel. Non pas en bas, mais en haut, directement au bureau du commandant de la flotte US du Pacifique. L'aide de camp de l'amiral, 4 étoiles, une lieutenant-commandeur jeune mais affûtée, prit l'appel. Ses yeux s'écarquillèrent en écoutant. Elle griffonna une note sur un bloc, l'arracha, et sans un mot d'excuse, entra dans la salle de conférence privée de l'amiral, où il rencontrait une délégation navale étrangère. Elle posa la note face contre table sur le mahogany poli devant l'amiral Thompson. Il lui lança un regard d'irritation tranchante avant de baisser les yeux. Il lut la note une fois, 2 fois. La chaleur diplomatique amicale disparut de son visage, remplacée par un calme glacial que son personnel savait signifier des ennuis. La note était simple. MCPO, Ella Anderson, Tribunal du Comté, Sally Forby, juge, ordonnant la confiscation de la médaille. L'amiral Thompson se leva abruptement. « Messieurs, vous devez me pardonner, » dit-il au délégué stupéfait. « Une affaire d'importance nationale extrême vient de surgir. Nous devrons reporter. » Il sortit de la pièce à grands pas, son aide de camp marchant à ses côtés. « Obtenez-moi son dossier maintenant, » commanda-t-il, « et préparez ma voiture. Dites au commandant de la base et au Master Chief Reyes de me rejoindre au tribunal, en uniforme de gala complète, dans le bureau de l'amiral. » Le dossier de service d'Ella Anderson s'afficha sur un grand moniteur. L'aide de camp haleta. L'écran était une constellation d'héroïsme. Croix de la Navy, étoile d'argent. 3 Purple Hearts. Et tout en haut, la citation officielle pour la Medal of Honor, décernée pour des actions au-delà de l'appel du devoir. Sa photographie officielle montrait une jeune femme aux yeux fatigués et sachant, avec l'encre d'un Master Chief sur son col. L'amiral Thompson fixa la photo. Il connaissait ce visage. Il avait été le commandant du groupe de bataille au large quand son unité avait été touchée. Il avait lu les rapports d'après-action, les comptes rendus crus et incroyables de son courage. Il avait signé la recommandation initiale pour sa récompense lui-même. Ce n'était pas un héros abstrait, c'était l'un des siens. De retour dans la salle 4B, le juge Harrington savourait son pouvoir. L'huissier, piégé entre un ordre direct et un profond sentiment d'erreur, avait posé une main doucement sur le bras d'Ella. « Madame, vous devez venir avec moi », plaida-t-il doucement. « C'est la dernière fois que je le dis. » Tonna le juge, pointant un doigt vers elle. « Vous remettrez cette décoration non autorisée comme preuve de votre outrage à l'ordre légal de ce tribunal. Le non-respect entraînera des charges supplémentaires. Vous obstruez volontairement la justice. » Il était si consumé par sa propre autorité, si aveuglé par l'affront perçu à son office qu'il avait poussé au-delà du point de non-retour. Il n'était plus juste un juge appliquant le décorum. C'était un homme exigeant qu'un héros rende son honneur. Confisquer la médaille n'était pas juste prendre un morceau de métal. C'était une tentative d'annuler le sacrifice qu'elle représentait. Le jeune marin Peterson brisa enfin son silence. « Votre honneur, arrêtez. Vous ne savez pas qui elle est. » « Silence !» rugit le juge, frappant à nouveau son marteau. « Une autre explosion et je vous ferai rejoindre en cellule. » C'est à ce moment précis que les lourdes portes en chêne au fond du tribunal s'ouvrirent. Elles ne grincèrent pas. Elles s'ouvrirent avec un bruit sourd définitif qui commanda l'attention de tous les présents. Encadré dans l'embrasure se tenait l'amiral Thompson. 4 étoiles d'argent brillaient sur le col de son uniforme de service immaculé. Blank. D'un côté se tenait le commandant de la base, un contre-amiral 2 étoiles. De l'autre se tenait le sergent-major Reyes, dans ses bleus de gala du corps des Marines, une barre de couleurs et de formalités rigides. Derrière eux, un phalange silencieux d'autres officiers et de personnel enrôlé senior, incluant une capitaine femme et un command master chief, remplissait l'entrée. Ils n'entrèrent pas en trombe. Ils marchèrent, leurs pas mesurés, leurs chaussures de gala noires faisant un rythme doux et rythmé sur le sol carrelé. Le son était plus intimidant qu'un cri. C'était le son du but.
C'était le son d'une institution arrivant pour protéger les siens. Tout le tribunal se figea. La bouche du juge resta ouverte, ses mots mourant dans sa gorge. L'huissier retira sa main du bras d'Ella comme s'il s'était brûlé. Chaque tête se tourna pour fixer la procession imposante, silencieuse, descendant l'allée centrale. Les yeux de l'amiral Thompson, d'un bleu perçant, ne scannèrent rien d'autre dans la salle. Il ne regarda pas le drapeau, le banc, où le juge recroquevillait. Son regard était verrouillé sur la femme discrète au 3e rang. Il passa droit devant la barre séparant la galerie de la cour et s'arrêta directement devant elle. La salle était si silencieuse que le bourdonnement de la lumière au plafond sonnait comme un rugissement. Ella leva les yeux et rencontra ceux de l'amiral. Un éclat de reconnaissance passa entre eux. Puis, l'amiral Thompson fit quelque chose qui brisa chaque lambeau restant de l'autorité du juge Harrington. Il claqua ses talons ensemble avec un clic audible. Il leva sa main droite en un salut si tranchant, si précis qu'il semblait couper l'air. Un amiral, un officier 4 étoiles saluant une femme enrôlée retraitée, c'était le geste ultime de respect, une coutume réservée presque exclusivement à une récompense. Il tint le salut pendant un long moment silencieux avant de baisser sa main avec netteté. « Master Chief Petty Officer Anderson », dit l'amiral, sa voix un baryton calme et résonnant qui portait plus de pouvoir que les cris enragés du juge ne le pouvaient jamais. « C'est un honneur de vous revoir. » Il tourna alors légèrement la tête, pas complètement face au juge, mais s'assurant d'être entendu pour l'édification de la cour. Commença-t-il, sa voix prenant un ton formel et déclamatoire. Voici le Master Chief Hospital Corpsman Ella Anderson, United States Navy, retraitée. La décoration qu'elle porte est la Medal of Honor, décernée pour une bravoure et une intrépidité remarquables au risque de sa vie au-delà de l'appel du devoir. L'amiral fit un pas de côté pour pouvoir voir à la fois Ella et le banc. Le 17 octobre 2012, lors d'une embuscade dans la vallée de la rivière Helmand, en Afghanistan, l'escouade de la Chief Petty Officer Anderson d'alors fut clouée au sol par un feu écrasant de mitrailleuses ennemies et de RPG, avec 3 marines grièvement blessés à découvert. Elle quitta sa position couverte sans hésitation et courut directement dans la zone de mort. La foule était hypnotisée. Les avocats, les greffiers, les autres citoyens. Tout le monde écoutait, imaginant la scène. Le greffier du tribunal, David, sentit des larmes monter à ses yeux. Elle protégea le premier marine de son propre corps tout en appliquant un garrot à sa jambe. L'amiral continua, sa voix inébranlable. Elle fut blessée par des éclats d'obus dans le processus, ignorant ses propres blessures. Elle traîna ce marine à couvert avant de courir à nouveau dans le feu pour récupérer le second. Tout en le soignant, elle engagea l'ennemi avec son arme de poing, supprimant un nid de mitrailleuses assez longtemps pour que son équipe se regroupe. Elle courut une 3e fois pour le 3e homme et fut blessée à nouveau, cette fois par une balle à l'épaule. Malgré ses blessures, elle stabilisa les 3 blessés critiques et refusa l'évacuation pour elle-même jusqu'à ce que chaque camarade blessé soit en sécurité dans un hélicoptère. Ces actions sont directement créditées d'avoir sauvé les vies de 4 United States Marines. Il pausa, laissant le poids de l'histoire s'installer dans le silence stupéfait de la salle. Le visage du juge était passé du rouge écarlate à un blanc pâteux maladif. Le marteau gisait oublié sur son bureau. « Chez Bibelow », dit l'amiral, sa voix tombant à un niveau dangereusement bas, alors qu'il se tourna enfin directement vers le juge, est le plus haut honneur que notre nation puisse conférer à un membre des forces armées. Son port n'est pas seulement autorisé, il est encouragé par la loi fédérale, une loi qui, je pourrais ajouter, rend toute tentative non autorisée de porter ou d'acheter cette médaille un crime fédéral. Votre ordre de la confisquer n'était pas seulement une insulte du plus haut ordre, c'était un ordre de commettre un acte illégal. La réprimande était complète. L'humiliation publique du juge Harrington était une chose palpable. Il se recroquevilla derrière son banc, un petit homme dans une grande chaise. Ce fut Ella qui parla ensuite. Elle se leva lentement, grimaçant légèrement d'une vieille douleur à l'épaule. Elle regarda non pas l'amiral mais le juge. Il n'y avait pas de triomphe dans ses yeux, seulement une profonde tristesse lasse. « Votre honneur », dit-elle, sa voix douce mais ferme. « Je respecte les règles de ce tribunal. Je respecte la loi. Les normes sont importantes. J'ai passé 30 ans de ma vie à les faire respecter. Mais les normes doivent être appliquées avec sagesse et compréhension. Elles ne devraient pas être utilisées comme une arme d'ignorance. » Elle pausa, laissant ses mots pénétrer. « Ne ramollissez pas les normes.
Soyez juste meilleur à les reconnaître quand elles sont juste devant vous. Sa leçon simple et gracieuse était plus dévastatrice que la fureur de l'amiral. Ce n'était pas une leçon magistrale. C'était un morceau de sagesse de quelqu'un qui avait gagné le droit de la donner. Alors qu'elle finissait de parler, une autre image flasha dans son esprit, brève et vive. Pas la poussière et le chaos de la bataille, mais le silence feutré et révérentiel du bureau ovale. Elle vit le président des États-Unis, son visage gravé d'un respect solennel. Alors qu'il attachait le ruban bleu autour de son cou, elle se souvenait du poids, de comment il se sentait, à la fois impossibly lourd et léger comme une plume. Elle se souvenait des mots de la citation officielle étant lus, résonnant dans la salle historique silencieuse. Ce moment, le sommet de la gratitude nationale, semblait un univers éloigné de ce conflit minable et mal avisé dans un tribunal local. Le contraste était un témoignage silencieux final de l'abîme entre son monde et celui du juge. Les retombées furent immédiates et absolues. Le juge Harrington, ressemblant à un fantôme, bégaya une série d'excuses. Il rejeta la charge d'outrage contre Ella. Il rejeta l'amende pour excès de vitesse contre le jeune marin Peterson d'un geste de sa main tremblante. Les procédures pour la journée furent abruptement ajournées. L'amiral Thompson et son entourage formèrent un cercle protecteur autour d'Ella, l'escortant hors du tribunal et laissant le juge Harrington mijoter dans les ruines de sa réputation. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire, bien que n'ayant jamais fait les gros titres, se répandit à travers les communautés légales et des vétérans locaux. Le juge Harrington fut formellement censuré par le Conseil de révision judiciaire de l'État. Un nouveau programme de formation obligatoire sur les affaires des vétérans et la compétence culturelle fut institué pour tout le personnel du tribunal du comté. La rumeur disait que le juge lui-même était une force principale derrière la nouvelle initiative. Désespérée de se racheter, environ un mois plus tard, Ella faisait des courses au commissariat sur la base. Alors qu'elle poussait son chariot dans l'allée des conserves, un homme en vêtements civils s'approcha d'elle avec hésitation. C'était Harrington. Sans sa robe noire et son banc élevé, il semblait plus petit, plus vieux et profondément fatigué. « Master Chief Anderson », dit-il, sa voix calme. Dépourvue de son arrogance antérieure, Ella arrêta son chariot et le regarda. Monsieur Harrington. Il déglutit, ses yeux ne pouvant tout à fait rencontrer les siens. Je voulais m'excuser à nouveau. Il n'y a aucune excuse pour ma conduite. Mon ignorance était profonde. Ce que j'ai fait était impardonnable. Mais je demande votre pardon quand même. Ella étudia son visage. Elle vit un remords genulat, une honte profonde et douloureuse. Elle pensa à tous les jeunes marins et soldats qu'elle avait mentorés au fil des ans. Des gamins qui avaient fait des erreurs, parfois grosses. Son travail n'avait jamais été de les briser, mais de les reconstruire, de les rendre meilleurs. « Ce qui est fait, Monsieur Harrington », dit-elle uniformément. « Ce qui compte, c'est ce que vous faites maintenant. J'ai entendu parler du nouveau programme de formation au tribunal. C'est un bon début. » Il leva enfin les yeux, un éclat de soulagement dans ses yeux. « Merci, Master Chief, merci. » Il hocha la tête, puis se tourna et s'éloigna. Ella le regarda partir, puis continua ses courses. La bataille était terminée. La leçon avait été enseignée et peut-être, juste peut-être, une petite graine de compréhension avait été plantée là où il n'y avait autrefois que de l'ignorance. Nous espérons que cette histoire de courage discret vous a inspiré à honorer le service de tous nos vétérans. Veuillez aimer cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui a besoin de la voir et vous abonner à She Chose Valor pour plus d'histoires incroyables de femmes en uniforme. Speed! Yes. It's like going to bed at 5:30 a.m. when you've got like a 7 o'clock start. I will value all hour and a half of my sleep. Okay. So, what I desperately need currently is string. Okay. If I just get some wool, I can turn that into string, yes? Yes. Bam.
Lovely. Put you in here because I don't understand you and you kind of scare me. I was also thinking I should probably get some wheat and entice some of my neighbors to their new homes. Oh, neighbors! I bring treats. Yes. Don't fall in the hole. Fabulous work. God, they're better at this game than I am. Black sheep. Black sheep, don't do this. Is the pink thing on their face meant to be their nose? Are they meant to have like big pink noses? Nose eye? This is not working for me. They just look in a constant state of horror. Come on. One at a time. Come on. I believe in you. Oh my god, they're already merging. They love each other so much. Okay, let's do this again. There we go. It's really that simple, guys. Oh, and they made a little grey sheep. Oh, the multiculturalism of it all. Ah, stay in there. Yeah, little jerks. Okay. Fuck. Do I need like a full thing of wool? This is fine. This is fine. There was more sheep. Or there were more sheep. If you know. You like grammar. Pedantry. Perfect. Num. And